Bienvenue à ces rencontres GWT. Je suis Samy Jabert pour ceux qui ne me connaissent pas. J'anime un site qui fait un peu intrus aujourd'hui qui s'appelle .NETguru.org. Qui connaît .NETguru.org? Oh là là, ça va, bon, on n'est pas tout seul. Alors, je vais avoir la lourde responsabilité d'animer une session qui va être assez particulière un petit peu dans le paysage GWT de la journée, puisqu'en fait, ça va être la session qui va, j'allais dire, essayer de valoriser GWT, mais dans sa face la plus cachée. Donc en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer ce que le compilateur GWT est capable de faire, mais pas uniquement pour vous montrer des concepts théoriques sur la technique de compilation ou ce genre de choses. Non, vous allez voir qu'à la fin de cette session, vous allez vraiment comprendre l'essence même de GWT. Pourquoi lorsqu'on parle de code JavaScript généré ou compilé, pourquoi lorsqu'on parle des performances de GWT, pourquoi lorsqu'on parle de modèle orienté client JavaScript, ça a tout un sens, d'accord ? Les gens qui ont créé GWT il y a, je ne sais pas, peut-être 3-4 ans maintenant, géré par un gars qui s'appelle Bruce Johnson, bah les gens qui ont fait ce projet-là se sont attaqués à la première brique, la première pierre de GWT n'a pas été ce qu'on appelle la partie GWT User, n'a pas été la partie framework client, les boutons, les cases à cocher, ce genre de choses. D'ailleurs, vous l'avez bien remarqué, le framework en lui-même GWT, graphique, n'est pas forcément le plus riche qui existe sur le marché. On trouve beaucoup mieux. Donc, je vous disais que la première chose que Bruce Johnson a fait quand il a voulu monter ce projet, c'est qu'il s'est attaqué à un problème très simple. Il savait que la cible de GWT serait JavaScript. Il savait qu'en fait, le navigateur jouerait avec Ajax, avec tout ce qui tournait autour de la mouvance un peu 2.0, Web 2.0. Il savait que le navigateur allait jouer un rôle central. Et il s'est dit, plutôt qu'attaquer le problème un petit peu par l'inverse, c'est-à-dire par l'autre côté, ce que la plupart des projets open source ou autres font sur le marché, c'est-à-dire plutôt que de dire « je vais commencer à développer une bibliothèque JavaScript qu'ensuite je vais essayer de distribuer sur des navigateurs », il s'est dit « je vais écrire un compilateur qui va me prendre du code Java et qui va me générer du JavaScript ». Pourquoi il s'est dit ça? Il s'est dit ça parce que justement Bruce Johnson est quelqu'un qui est un très bon développeur JavaScript. Alors, bien entendu, pour écrire un compilateur JavaScript, il faut être un très bon développeur JavaScript. Mais il a surtout aussi fait un petit peu l'écume de ses projets qui partaient un petit peu dans le mauvais chemin avec du code JavaScript et les fameux if navigateur égale Safari faire ça, if ceci faire ça, if cela. Et il s'est dit, si je commence à écrire une bibliothèque widget entre parenthèses à la Dojo ou à tous ces frameworks que vous voyez, Windows, Backbase, tous ces frameworks-là, je vais droit dans le mur. Et ça, c'est très très important de comprendre cette philosophie-là parce que tout le compilateur GWT est basé sur le principe qu'il n'existe pas aujourd'hui un code JavaScript universel. Ça n'existe pas. Voilà, on ne sait pas le faire. Ça fait 10 ans que Microsoft et Firefox se tirent un petit peu la bourre par rapport à ces standards-là. On n'est pas capable aujourd'hui de faire un code JavaScript universel. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit, je vais partir de deux principes. Le premier principe, c'est qu'un compilateur JavaScript sera essentiellement statique. Le mot-clé statique est vraiment, on va dire, le mot le plus important aujourd'hui dans GWT. Il faut se dire que GWT, c'est avant tout une technologie statique. Alors, on va voir ce que ça veut dire statique. Ensuite, il s'est dit, si je suis capable de mettre le mot statique au centre de mon compilateur, je vais être capable de générer du code JavaScript qui va cibler N navigateurs. Alors, de quelle manière on peut faire ça? C'est assez simple en fait. Hein. Dans le concept, j'allais dire, c'est assez simple. Il faut ensuite l'implémenter. Mais il suffit de se dire qu'en entrée, j'ai un ensemble de fichiers qui définit les contraintes de chaque navigateur. Telle chose marche avec Safari, telle chose ne marche pas avec Opera, telle chose marche avec Firefox, ne fonctionne pas sous IE6 et IE7, en sachant qu'entre IE6 et IE7, c'est pire. J'allais dire qu'il y a plus de gap entre IE6 et IE7 qu'entre Firefox et IE. Donc il s'est dit, si j'arrive à décrire dans un fichier ces contraintes, je vais être capable de générer du code qui, en fonction du navigateur cible, va s'adapter. Mais alors, va s'adapter de manière statique. On ne parle vraiment pas ici de s'adapter de manière dynamique. Alors, ça veut dire quoi s'adapter de manière dynamique? Vous téléchargez un code JavaScript qui peut le plus, peut le moins, if Firefox, if IE, je reroute vers tel et tel code. D'accord? Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes posé la question de if Safari ou if IE, c'est que vous avez déjà chargé le code JavaScript dans votre navigateur. Et là, l'approche de Google et de Bruce Johnson notamment, ça a été de dire
je vais générer des bouts de JavaScript en fonction des navigateurs. Et je vais essayer d'aller pousser le vice, entre guillemets, un petit peu plus loin et adapter ce principe-là, pas qu'au navigateur, à tout. Typiquement, on a parlé ce matin de l'internationalisation. Tout est généré en phase de compilation si vous voulez internationaliser une application. Si vous avez 10 langues, vous aurez 10 fichiers différents avec codé en dur, vraiment codé en dur, le dictionnaire dans ces fichiers-là. Donc la personne qui va charger un site dans une langue donnée, dans un Firefox donné, va charger ce qu'on appelle une permutation, qui est en fait un fichier JavaScript qui va correspondre exactement à ces conditions d'exécution. Donc il n'y a pas de surprise, j'allais dire. Vous ne pouvez pas avoir de surprise à un moment donné avec un code qui ne marchait pas. En fait, vous pouvez avoir des surprises, ça dépend de ce que vous faites. Et c'est pour ça que le but de ma session, non seulement c'est de vous montrer ce compilateur, mais vous allez vite comprendre aussi que JSNI, puisqu'on va parler de JSNI, tout à l'heure Justina vous a montré un petit peu JSNI, c'est bien, mais il faut vraiment se méfier de la manière dont on l'utilise. GWT, c'est un modèle de développement, c'est-à-dire qu'on a une approche centrée GWT. Il ne faut pas se dire, j'ai N frameworks aujourd'hui JavaScript qui existent sur le marché, GWT me permet de m'intégrer et de m'interfacer avec eux, super, je code un petit bout de GWT qui m'appelle un gros bout de JavaScript. Et on va voir pourquoi, si vous faites ce genre de choses, vous allez au-devant de gros soucis. D'accord? Donc on va essayer de parler de tout ça. Je vais aussi essayer de ne pas me prendre les pieds dans le câble et de vous montrer tout ça avec une approche qui est un petit peu, je ne l'ai jamais fait en session comme ça. On va directement aller dans le code source de GWT, dans la phase cachée, ce que j'appelle la phase cachée de l'iceberg GWT, qui est en fait le package GWT dev. Et ensemble, on va ouvrir Eclipse, on va aller dans le code source, on va naviguer, vous allez voir aussi comment est fait le code source de GWT, vous allez voir est-ce que c'est bien conçu, est-ce que c'est pas bien conçu, et surtout qu'est-ce qui est fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, juste en se baladant comme ça dans le code source de GWT, vous comprenez tout. Vous comprenez vraiment tout. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec moi la première fois que je me suis un peu plongé dans GWT. J'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai regardé les widgets qui existaient, j'ai trouvé ça plutôt pauvre. J'ai regardé le code source, j'ai dit ça c'est super, par contre, si on peut commencer à écrire en Java et générer du JavaScript, c'est sympa. Mais je n'avais pas passé le cap qui consistait à rentrer dans le modèle du compilateur et à comprendre ce qu'il y avait derrière. Et une fois que vous passez ce cap-là, il y a plein de choses, plein de choses que vous comprenez mieux. Les générateurs, le deferred binding, pourquoi c'est important de cibler plusieurs navigateurs et surtout la compilation statique. Mais aussi, pourquoi le JDK 1.5, ça va être quelque chose d'assez costaud à intégrer. Pourquoi ce serait bien d'avoir un modèle serveur qui soit extensible. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont vraiment apparaître aujourd'hui. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est une présentation qui sera assez légère en fait en termes de slides. Je crois que j'en ai pas plus d'une quinzaine ou une vingtaine. Je vais commencer par une brève introduction sur les concepts GWT, du compilateur GWT. On va voir ensuite les différentes phases du compilateur. C'est très simple. En ligne de commande, quand vous avez un site GWT qui est fait en Java, vous faites GWT compiler, votre classe, enfin ce qu'on appelle l'entry point, le module GWT, et ça génère tout un site. Donc, en fait, on va voir les différentes phases qui sont exécutées quand un compilateur va dans votre code Java, parcourt votre code Java, génère du code JavaScript et fait des optimisations. D'accord ? Et là, vous avez vraiment toute la gamme des services GWT utilisés. Même les widgets sont basés sur ce principe-là. J'allais dire que tout le framework client GWT est écrit sur la base de ces fondations-là. La première chose que Bruce a fait, c'est écrire ce compilateur. Une fois qu'il avait le compilateur, il avait tout en fait. Et là, il s'est lancé dans le développement des composants. Mais à la limite, j'allais dire que c'était moins intéressant pour lui. Le plus intéressant, ça a été de se dire qu'à un moment donné, il est arrivé à générer du code JavaScript et à diminuer par 20 la taille du code JavaScript que n'importe quel autre framework aurait généré. Et une fois qu'il a fait ça, il a pris ce compilateur, il vous l'a donné. Quand je dis vous l'a donné, Google l'a mis en open source. Il y a eu toute une logique derrière en fait. Le compilateur n'a pas été écrit après la mise en open source, il a été écrit avant. Pourquoi? Parce que Google s'est dit, le compilateur est là, c'est lui qui va sauver un petit peu le projet. Si on ouvre les sources, les gens vont développer plutôt sur la partie face visible de l'iceberg parce qu'ils ne vont pas chercher à comprendre le compilateur. La preuve qu'ils ne vont pas chercher à comprendre le compilateur, je n'ai pas l'impression d'avoir vu un seul document
qui explique comment ça fonctionne, ce compilateur JavaScript. À part, pour compiler, vous faites GWT compiler et votre entry point, il n'y a rien marqué sur comment est-ce qu'on parcourt les arbres syntaxiques, comment est-ce qu'on génère la partie deferred binding. J'ai peut-être vu un mot dans une conf Eclipse de Bruce Johnson, et encore, il s'était testé à la chose, et il s'est dit, de toute façon, je vais larguer tout le monde, je vais pas essayer. Alors que ces concepts-là, je pense que vous avez tous aujourd'hui le profil pour bien les comprendre, parce que vous êtes la plupart, vous développez un petit peu en Java, et ça ne va pas beaucoup plus haut que ça. Enfin, c'est complexe si on veut le rendre complexe, mais je vais essayer de démystifier un peu toutes ces choses-là pour vous aujourd'hui. Donc, on va voir les différentes phases du compilateur GWT, et on s'attaquera au modèle RPC. C'est pour ça que tout à l'heure, on n'a peut-être pas très bien répondu à... Oui Didier, ça va être court, c'est ça? Je vais speeder, t'inquiète pas. Ça va être rapide. Hein. Et j'essaierai de traiter aussi un petit peu la partie RPC. On n'a pas trop répondu à Google Juice, on n'a pas répondu à Spring. EJB3, j'ai une démo qui vous montre tout ça. Vous inquiétez pas, tout va passer dans les 45 minutes. En plus, j'ai promis à mes collègues qui arrivent après de leur laisser 5 minutes de plus, parce qu'il y a des trucs vraiment sympas à montrer. Donc, je n'ai pas beaucoup de slides, après ça va être que du parcours de code. Hein. Didier vous a montré, et les intervenants extérieurs vous montrent toute la partie GWT User. En termes de code, de taille de projet GWT, ça doit représenter peut-être, allez, 30%. Tout le reste est dans la partie dev, outillage, compilateur. Tout est là. Si tout est là, ça montre bien qu'il y a quelque chose ici qui fait quand même beaucoup de choses. Et on va voir ce que c'est. D'accord ? Donc, dans cette partie face cachée de l'iceberg, on trouve les packages Google, GWT, Core notamment, Dev et Utile. Ce qui est bien, c'est que dans l'intro, en fait, je prends de l'avance sur le reste, donc après, je peux aller très vite sur le reste. Ce que je vais vous montrer, c'est ça. Quand vous codez un projet en GWT, vous avez une arborescence particulière à respecter, un ensemble de fichiers de configuration qui traite des modules, de la manière de déployer des modules. Et ensuite, vous faites en ligne de commande GWT compiler, la classe qui est le point d'entrée de votre application, -out, et ça vous génère toute une palanquée de fichiers JavaScript dans un répertoire. Et souvent, la première fois, quand on rentre dans GWT et qu'on voit ces fichiers JavaScript, on dit « Oh là là, quelle galère, comment est-ce que je vais m'en sortir? Moi, j'ai un site tout beau qui a été fait par des designers graphiques dans des templates avec des CSS. Comment est-ce que je vais faire pour déployer ce genre de choses sur un serveur? » Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Ce genre de choses, en fait, est plutôt destiné à être caché dans un coin, à s'insérer dans des templates donnés. Et on va voir, vous allez voir, dans 40 minutes, vous allez vraiment comprendre exactement ce qu'on trouve dans ces fichiers-là. Alors, les phases de compilation. Quand vous lancez le compilateur, la première chose que le compilateur GWT fait, c'est qu'il commence par charger les métadonnées des modules. Alors, qu'est-ce que c'est les métadonnées des modules? Quand vous développez une application GWT, vous écrivez des modules. On va dire qu'un module est une unité de déploiement, tout simplement. De la même manière qu'on peut parler de jar dans le monde Java ou autre, un module est aussi un code GWT qui va utiliser plusieurs jars. Donc, il faut voir la notion de module comme une sorte de cas d'utilisation graphique. D'accord? Donc, vous écrivez vos modules, vous mettez vos dépendances par rapport à des modules, d'accord? Et ensuite, le compilateur charge ces données-là. D'accord? Donc, lorsqu'il charge ces données, il va lire essentiellement un fichier XML, qui est un fichier, on va voir le code source plus tard, un fichier qui est placé sous Eclipse, enfin, sous votre arborescence à un endroit donné, et il va lire cette configuration. Le compilateur lit cette configuration, la stocke quelque part dans un espace qui comprend des métadonnées. D'accord? Et il va extraire de ces fichiers de configuration ce qu'on appelle des bindings, des générateurs, des choses qui ne vous parlent pas maintenant, mais qui vous parleront sûrement un peu plus tout à l'heure, des properties. Et en fait, on a une relation d'héritage intermodule. C'est-à-dire, si vous avez déjà créé un module graphique et vous avez des écrans typiquement à réutiliser ou des choses à réutiliser, vous allez hériter d'un module. Si vous avez fait une petite bibliothèque, tout GWT User est basé sur le principe des modules. Et d'ailleurs, Google est le premier à utiliser les modules. Le framework client GWT utilise, je crois, une dizaine de modules en tout. La gestion HTTP, l'internationalisation, ce genre de choses. D'accord? Donc, le compilateur fait ce genre de choses. Et ensuite, il va faire ce qu'on appelle la préparation des règles de permutation. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc affreux? C'est très simple, en fait. Une fois que GWT a lu votre fichier de conf, lui sait qu'il va devoir cibler plusieurs navigateurs.
le code GWT de Google est fait de telle sorte qu'en fait, il y a, dans le framework GWT, 4 fois les mêmes classes. Vous avez des classes pour Firefox, les mêmes classes pour Safari, les mêmes classes pour IE. En fait, il va charger toutes les permutations possibles. Alors, ça veut dire quoi les permutations? Vous pouvez avoir de l'internationalisation et du multinavigateur. Donc en fait, il va essayer, ça fait 2 exposants n, hein, c'est pas compliqué. Si vous avez Firefox français, Firefox anglais, Safari français, Safari anglais. Voilà, déjà vous avez 2 exposants de 4 possibilités. Par défaut, les seules permutes qui existent dans GWT, c'est les permutations qui correspondent au navigateur cible, si vous ne définissez pas plus de permutations que ça. Vous pouvez vous-même définir des permutations. C'est-à-dire que vous, dans votre code, vous pouvez dire « je ne veux générer tel code que si je suis sous Firefox » ou alors systématiquement générer tel autre code. C'est ce qu'on appelle le deferred binding. Donc le compilateur va se balader dans tout ça et va utiliser ce mécanisme-là. On va voir comment. D'accord? Alors pour ça, on va faire un tour dans le code source. Alors je suis encore plus fou que Didier, moi j'ai Eclipse Europa, alors, je suis assez inquiet parce que vu la première expérience de Didier, je me dis que je ne suis pas au bout de mes peines, mais ça a l'air d'aller. Hein. J'ai Eclipse Europa, JBoss 5.0 Beta 2. Alors je n'ai pas poussé le vice à installer GWT Designer, d'ailleurs je pense que les problèmes de perf que tu avais doivent être liés à mon avis à la version 2 de GWT Designer. Mais bon, ça a l'air d'être stable, c'est un peu lourd, hein, je ne vous cache pas que je suis dans une virtual PC en plus, dans une machine virtuelle, je ne suis pas sur la machine haute, donc ça, voilà, vous inquiétez pas si de temps en temps c'est un peu plus long. Hein. Bon, je n'ai pas encore fait planter, mais ça peut arriver. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller rapidement dans le code de GWT. Donc je vais aller dans la classe GWT Compiler, qui est ici. Alors je vais l'agrandir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ici, je suis dans la classe GWT Compiler. Et dans cette classe, quelque part, j'ai un main. Le main, il est là. OK. J'exécute GWT Compiler, je vais dans Run. Jusque-là, pas de souci. Dans Run, à un moment donné, j'exécute quelque chose qui fait 10.run. OK, je vous passe les détails. Hein. Le plus important, c'est de s'attarder sur ce qui est intéressant. J'ai lancé mon compilateur GWT. Le compilateur GWT va me charger le module. Alors ça veut dire quoi charger le module? Ça veut dire qu'il va dans votre point d'entrée et il parcourt récursivement toute votre arborescence Java. C'est-à-dire que vous, en Java, vous utilisez peut-être d'autres classes, d'autres modules Java, qui eux utilisent d'autres modules Java. C'est le principe de l'héritage. Du coup, il va parcourir ce genre de choses et il va créer en fait un fichier qui contiendra des métadonnées, enfin une classe qui contiendra des métadonnées. Et tout est fait là. C'est pour ça que je vous dis que ça va être très rapide. Le code, finalement, il n'est pas plus complexe que ce qui est fait dans cette méthode. Je vais dans la méthode distill, ici, et je charge des règles. Je charge un ensemble de données, là encore, de configuration, ici. J'initialise certaines phases de compilation, et ensuite, voilà. La ligne la plus importante, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Le compilateur va essayer d'aller, pas essayer, il va le faire, va aller rechercher toutes les permutations qui correspondent à vos règles. Alors, les règles prédéfinies, mais vos règles à vous. Vous pouvez définir des règles par rapport à certains navigateurs. Donc, au passage, les développeurs Dojo, s'ils ont des soucis pour le multinavigateur, tout ce qu'ils ont à faire, c'est créer des bindings particuliers pour Safari ou pour Opera. D'accord? Donc, du coup, il va dans cette méthode, compile permutation, et ensuite, il écrit les fichiers. Vous avez vu, la méthode s'arrête là, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Allons maintenant dans la méthode compile permutation, puisque finalement, je génère une dizaine ou une quinzaine de fichiers de manière unitaire, mais tout est fait là. Dans compile permutation, je vais générer ce qu'on appelle un sélecteur, un script sélecteur. La première chose que GWT fait, c'est de se dire, tiens, je vais générer mes fichiers de permutation, mais il me faut un script qui la première fois sera chargé par le navigateur client, et ce script-là aura l'intelligence de dire, navigateur anglais, vous êtes dans Firefox, c'est telle permutation qu'il faut appeler. Donc, il y a quand même une génération d'un script, ce qu'on appelle un selector. Et la phase proprement dite, elle est là, dans réalise permutation. C'est ici qu'on va compiler en fait votre code en JavaScript. D'accord? Je vais dans réalise permutation, et là, d'accord,
qu'est-ce que j'ai dans réalise permutation? Je vous passe tout le code un peu inutile à comprendre. J'ai ça. jjs.compile. D'accord? Et c'est là que tout le mécanisme de compilation GWT va se faire. Je vais dans la classe, dans la méthode compile, et ici, qu'est-ce que je vois? Le code est bien documenté, vous pouvez facilement facilement peut-être pas, mais vous pouvez le comprendre quand même en y passant un petit peu de temps. Voilà. Et là, tout se fait en utilisant des arbres syntaxiques. La première chose que GWT fait, c'est créer, à partir d'Eclipse JDT, une compilation de vos classes Java. Vous êtes en pur Java. GWT est un compilateur, mais n'est pas qu'un compilateur JavaScript, il est aussi un compilateur Java. Ça, c'est pour ceux qui souvent critiquent GWT en disant « oui, mais on est obligé de s'appuyer sur le code source. On est tout le temps obligé de garder le code source quelque part pour pouvoir travailler en GWT. » Vous allez vite comprendre pourquoi il faut le code source. Mais la première chose que GWT fait, c'est générer un arbre binaire. C'est du bytecode Java tout simplement, comme si vous aviez fait JavaC, votre code. Il prend cet arbre syntaxique, il le charge en mémoire. Ensuite, ici, il va commencer par parcourir tout ce qui s'appelle le deferred binding, en fait, toutes les règles qui sont particulières à un moment donné. Et surtout, il va charger un arbre qui va être ce qu'on appelle un type oracle dans le jargon GWT, mais qui va être le même arbre, strictement le même que votre bytecode binaire, avec le code source Java. Quel intérêt? Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, une partie des informations destinées au compilateur est dans le code source. GWT utilise le principe de Javadoc pour positionner des types. Vous allez comprendre pourquoi on est obligé de faire ça. Il utilise aussi JSNI qui permet de coder du JavaScript dans du Java. Du coup, quand vous générez du Java, le compilateur se dit « tiens, c'est du JavaScript, je prends le bloc tel quel et je le copie au final ». Ça vous permet de faire des optimisations, ça vous permet de vous interfacer, ça permet de wrapper, comme ce que vous verrez tout à l'heure avec Tatami et autres, des frameworks existants. JSNI est quelque chose de très important. Donc, ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est qu'en fait, GWT a besoin du binaire, mais a besoin du source. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire cette opération-là. Il charge tout ça dans un arbre AST, en utilisant JDT. Je ne veux pas aller dans les détails, mais quand vous chargez un arbre JDT avec Eclipse JDT, qui est le compilateur qui est intégré en fait dans Eclipse, qui est un plugin qui permet de compiler un programme Java dans Eclipse, vous avez des types qui sont propres à JDT. GWT fait la même chose avec le même arbre côté source, mais avec des types GWT, type oracle, ce genre de choses. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fusionne les deux arbres. Et c'est à ce moment-là qu'il est capable de voir les règles spécifiques pour un browser donné, ce qu'on appelle les deferred binding. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va dire « ah, telle classe, j'ai une règle qui me dit que ce n'est pas celle-là que je dois prendre, c'est plutôt la classe Firefox IMPL. » Donc, il remplace comme ça des choses qui existent dans son arbre de compilation à lui, il récupère le binaire qui existe, il le patche plus ou moins. C'est quand même assez ingénieux, j'allais dire, trouver ce principe-là. Il fallait y penser. C'est quelque chose qu'on retrouve nulle part. Fusionner deux AST, un source, un binaire, pour essayer de générer du code JavaScript, c'est quand même pas mal. Mais vous allez voir pourquoi il fait ça. Il fait ça, pourquoi? Pour l'optimisation et la gestion native. Et c'est là où on touche vraiment, vraiment au cœur de GWT et à ces fameuses optimisations. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va exécuter un ensemble de méthodes. Si je reviens sur mon code source, ici, vous allez voir que le code parle de lui-même. À un moment donné, une fois qu'il a créé ces deux arbres, il y a une boucle. Do, j'espère que tout va passer, non, c'est pas grave. Il y a un while qui doit être quelque part là, while did change. Do, while did change. En gros, continue tant que tu n'as pas fini d'optimiser. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ces optimisations-là? La première chose qu'il fait, c'est pruner tout ce qui existe dans votre code JavaScript et Java. On est d'accord, hein, les deux sont fusionnés dans un arbre qui est un peu la somme des deux. En fait, il va tout simplement optimiser votre code. Il va rechercher toutes les références non utilisées. C'est-à-dire que si vous avez en Java référencé des classes, référencé des méthodes ou des champs que vous n'utilisez pas, il les supprime complètement.
Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose qu'on ne fait pas en Java aujourd'hui parce que les classes loaders Java, qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils ont chargé une dépendance sur une classe, ben vous avez toute la classe. Là, ce qui est intéressant, c'est que si une méthode appelle un champ d'une autre classe, vous n'aurez que le champ de la classe. Tout le reste, par alas. D'accord? Donc, il y a un prune qui est mis en place. Si ce genre de choses est possible, c'est que derrière, la représentation, la structure mémoire du compilateur fait qu'il y a des liens bidirectionnels entre des arbres, entre des hashmaps, des identity maps, qui permettent de retrouver toutes les méthodes non utilisées, en fait. Si vous avez un arbre AST comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez facilement tous ceux qui pointent vers cette méthode. Si personne ne pointe vers cette méthode, on la supprime. Donc c'est ce qui va être fait. Là, on gagne énormément avec le prune. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire une démonstration de tout ça, mais c'est très facile. Ensuite, GWT va finaliser les paramètres, les champs, les méthodes et classes. Il y a quelque chose qui est dramatique en JavaScript, c'est que ce n'est pas un langage objet. Ce n'est pas un langage objet, contrairement à ce que tout le monde pense. Il y a des mécanismes en utilisant des patterns comme prototypes qui permettent de simuler des choses, mais la virtualisation, appeler une méthode virtuelle, ce genre de choses, c'est assez complexe. Mettre en place la réflexion, c'est quelque chose d'assez complexe. Du coup, si on peut tout finaliser et éviter ce qu'on appelle des appels dispatch, des appels virtuels, on gagne énormément. Donc en fait, automatiquement, toutes les classes qui ne sont pas redéfinies vont être finalisées. Deuxième optimisation. Ensuite, on passe à la phase appel statique. Ça, c'est un truc qu'il fallait y penser. Quand vous appelez une méthode d'une classe en Java, c'est très simple. Qu'est-ce que vous faites? À un moment donné, vous faites voiture ici, new voiture. Je vais essayer d'augmenter tout ça, vous inquiétez pas. Voilà, voiture, new voiture, voiture.roule. v.roule. Pour GWT, ça c'est quelque chose qui peut être optimisé. Et en fait, il va transformer tous les appels d'instance en appels statiques. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer votre v.roule, qui prend un autre paramètre, pardon, là j'ai mis v, mais en voiture.roule. Et qu'est-ce qui manque? Il manque quand même le plus important, l'instance. L'instance voiture v. Systématiquement, il réécrit toutes les méthodes de cette manière-là. Si c'est une méthode polymorphique, il adapte pour qu'elle soit polymorphique. Vous allez vite comprendre pourquoi. En JavaScript, il y a un truc qui coûte cher, c'est la taille du code généré. Systématiquement, si on veut transformer du JavaScript en quelque chose de pseudo-objet avec prototype, vous avez tout le temps des 10.10, 10, 10, 10, 10, c'est THIS. 4 caractères. Si on peut gagner 4 caractères en JavaScript, on va essayer de les gagner. Et avec ça, vous les gagnez. Parce qu'en fait, vous appelez tout le temps la méthode statique de la classe, et vous gagnez le 10 appel en question. Alors bien sûr, derrière, il faut utiliser v. et la variable qu'on va utiliser. Mais aucun souci. On peut optimiser les noms des champs, des variables. Donc le 10, on peut le transformer en quelque chose de très court. Je vous montrerai après du code obfusqué GWT. Vous comprendrez que la taille est quelque chose qui a été mis au centre du compilateur. Donc tout ça est transformé. Et en fait, il y a aussi une autre optique, c'est derrière de pouvoir enlever tous les appels polymorphiques qui ne sont pas utilisés. En fait. C'est-à-dire que si... plus tard, on va le voir. Une fois qu'il a fait ça, donc il a réécrit tout en statique, il va faire ce qu'on appelle du type tiner. Alors, du type tiner, ça consiste à essayer d'analyser un code Java. Et systématiquement, vous, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? À utiliser de l'abstraction, à utiliser des interfaces, à utiliser des classes abstraites. C'est ce qu'il faut faire. En gros, utiliser le polymorphisme. Si on fait de l'objet, c'est pour le polymorphisme. Sauf que le polymorphisme est quelque chose de dramatique en JavaScript, parce qu'en termes de perf, c'est pas terrible. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de automatiquement analyser le type flow, c'est-à-dire l'utilisation que vous faites des types. Et si à un moment donné, on est capable de deviner qu'en fait, le type que vous utilisez, c'est toujours le type le plus concret, ce qui est vrai, souvent c'est le type le plus concret, dans ces cas-là, dès le début, vous allez créer le type concret. Donc, si vous aviez voiture et qu'en fait, vous manipulez tout le temps des Clio, peut-être qu'à un moment donné, vous créez une voiture et vous lui donnez une référence de Clio, ben, ce que GWT va faire, c'est qu'il supprimera complètement la classe voiture et il vous dira, bah, écoutez, la Clio, elle fonctionne très bien, vous utilisez le type concret. Vous ne le voyez pas, on est d'accord, c'est des choses qui vont être générées dans votre dos et qui vont être automatisées et à la limite, vous en fichez, j'allais dire. Mais c'est quand même important de savoir qu'il y a cette optimisation. Une fois qu'il a fait ça, il va faire la même chose pour les méthodes, pour les appels de méthodes. Tous les appels de méthodes qu'il juge non polymorphiques, il va essayer de les optimiser.
Ensuite, il va se dire, tiens, peut-être que le gars ne développe pas spécialement bien, et même quelqu'un qui développe bien a souvent tendance à écrire un petit peu de code mort. Je ne pense pas que c'est là où on gagne le plus de choses, mais on va éliminer le code mort. Donc, si vous avez des sections, des blocs Java non utilisés, on va le faire. Et puis après, on va essayer d'inliner votre code. C'est-à-dire que si vous appelez une méthode particulière et qu'en fait, cette méthode ne stocke pas d'état, on va essayer de prendre directement le code source cible de cette méthode et on va le mettre dans l'appel client. Donc, on évite de faire encore un appel. Ce qu'on essaie de gagner, c'est vraiment les appels. Des appels de méthode, c'est quelque chose qui coûte cher en JavaScript. Donc, on va essayer de gagner là-dessus. Mais une fois que ça, c'est fait, ça ne suffit pas parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, quand ces règles sont exécutées, on gagne des choses. Mais le problème, c'est qu'on doit revenir. Parce qu'en fait, ici, on va éliminer des types. Si on élimine des types, ces types-là, ils étaient peut-être utilisés dans d'autres règles, logiquement. Donc, il faut boucler. Voilà comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que le compilateur GWT prend un petit peu de temps quand on compile. Parce qu'en fait, il doit boucler comme ça, et il doit tout le temps essayer d'optimiser votre code, jusqu'à ce qu'il arrive à un did change, ici à false ou à true, j'en sais rien. Mais quand toutes les méthodes ont dit, je ne sais plus rien faire sur ce code-là. D'accord ? En vous disant ça, je pense que j'ai dit l'essentiel, et surtout maintenant, je vais vous montrer derrière concrètement pourquoi c'est important. Je vais vous montrer du code ici qui est généré sans optimisation. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire sans modifier le code source de GWT parce qu'il n'y a pas d'option -no-optim. Enfin, j'en ai pas vu, hein, mais en tout cas, il suffit de voir le code source pour s'apercevoir qu'il n'y en a pas puisqu'il n'y a pas de if alors qu'il y a un if sur l'obfuscation. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est une compilation en mettant en commentaire toutes les optimes. Regardez ce que ça me donne en taille de code. Donc ça, c'est un petit peu le travail que les autres frameworks doivent faire si jamais ils ne mettent pas l'optimisation au cœur du truc. No-optim, ici. Propriété, on va aller là-dedans. Voilà. Donc le code, il est là. Les classes, enfin les tailles du fichier. 250 kg pour un code qui ne fait strictement rien. Je ne fais rien dans mon code, en fait. Si vous regardez mon entry point, ici, il est strictement vide. D'accord ? Donc, myapplication.java, ici, voilà. Il est quasiment vide. Je dis quasiment bien. Enfin, en fait, j'ai juste essayé de créer myClass ici et myFieldToto. Pourquoi j'ai fait ça? Pour vous montrer que si j'utilise myClass, qui est une classe qui comprend énormément des méthodes, une méthode et un champ, si à aucun moment j'appelle ma méthode myMethod, ici, ben vous verrez que le code généré ne générera pas la méthode myMethod. Après, j'en appelle le JB3 pour vous montrer un peu le modèle RPC rapidement. Tu me dis, Didier, si je suis en retard, mais je pense que c'est jouable. Donc voilà. Sur la compilation, 250 kg. Je vous montre maintenant le même code optimisé. Obfuscated, qui est là. « 40 kg. D'accord ? Donc je suis passé de 200 à 40 kg. D'accord ? Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir le code source de mon code Java non optimisé. D'accord ? On va essayer de se balader dedans rapidement. Donc, no-optim, ici, je vais prendre au hasard celui-là. Non, on va prendre le JS, ce sera plus simple. C'est pas une permutation, ça. Allez, on va prendre celui-là. Regardez la scroll bar. Elle est là. D'accord ? Donc, ça, c'est du code JavaScript tout beau. Enfin, c'est ce que Bruce a fait il y a quelques années quand il a commencé à faire son premier compilateur non optimisé. C'est le code qu'il souhaitait générer. On s'aperçoit que JavaScript, c'est que des fonctions. D'accord ? Il n'y a pas un mécanisme d'appel de méthode comme il en existe. Simuler les constructeurs, simuler les appels des classes mères, les super, ce genre de choses, les appels polymorphiques, c'est pas simple. C'est prototype. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Aujourd'hui, il y a un pattern qui est prototype. Voilà. Et vous l'avez là. Je vais essayer de passer rapidement dessus. Voilà. Et on va... Voilà. Tout le framework GWT est là, en fait. Ce que vous chargez la première fois dans GWT, si vous ne faites pas d'optimisation, les boutons, le système de gestion des événements, tout est chargé là. D'accord ?
D'où l'intérêt d'optimiser les choses. Je descends et à un moment donné, je vais chercher my class. Elle est là, dans mon onModuleLoad. C'est quelque chose qui est proche quand même de Java quand on lit du code comme ça. OnModuleLoad, j'ai une variable qui est déclarée. Bien sûr, tout est non typé en JavaScript. Je crée l'instance de myClass. MyField est égal à Toto. Et ici, je simule plus ou moins une sorte de constructeur qui va appeler le constructeur de ma classe mère que je vais trouver ici, puisque mySuperClass doit être aussi généré quelque part. Voilà mySuperClass. Le paradigme de Javalang Object a été complètement réécrit en JavaScript, c'est-à-dire qu'on a l'équivalent, tout ce qui est égalité sémantique, tout ce qui est java.util, la gestion des hashmaps, tous ces aspects-là ont été hyper optimisés, mais ont été écrits en Java. Là, j'insiste là-dessus, et ont généré derrière le code que vous voyez ici. D'où l'importance, même quand on veut générer du JavaScript, de le faire en Java, parce que si on passe par cette phase de compilateur-là, on y gagnera énormément. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, c'est impensable de déployer un tel code JavaScript sur vos navigateurs. Maintenant, on va voir le même code obfusqué. Obfusqué, en tout cas optimisé. Qui fait 40 kg. Ici, on va prendre celui-là. Voilà. Ça ne va pas le faire comme ça. Voilà. Bon. Vous avez compris que c'est important de... Voilà, c'est important. Voilà. Alors, j'allais dire, cherchez pas à comprendre, mais en même temps, cherchez à comprendre. Cherchez pas à comprendre ce qui est là, mais cherchez à comprendre ce qui a permis de générer ce genre de choses. C'est ça qui est important, en fait. C'est pas ce qu'il y a dedans, c'est le mapping. Tout à l'heure, Didier parlait du type long. Oui, le type long, forcément, il va se retrouver là, et il sera en JavaScript. Donc, effectivement, il faut y penser. JavaScript ne gère pas 64 bits. Pourquoi il n'y a pas de type long? Parce qu'il n'y a pas de 64 bits en JavaScript. Il y a des choses comme ça. Mais j'allais dire, si vous gardez quand même cette cohérence Java, vous restez en Java, c'est ce qui est sympa quand même en GWT, c'est de se dire qu'on m'oblige à coder en Java pour coder propre. Et dès que vous commencez à utiliser des bibliothèques externes JavaScript qui, elles, font rien de plus ni de moins que copier-coller du code JavaScript dans votre code GWT, je vais dire la plus-value de GWT, là, elle est faible. Elle est quand même faible. Non seulement ça, mais le compilateur, pour vous, va gérer les memory leaks. Ça, c'est très important. Les memory leaks en JavaScript, tous ceux qui utilisent du Windows, du Backbase ou je ne sais quoi, forcément en ont. Du Dojo, c'est pire. Vous avez forcément à un moment donné votre Firefox qui fait 1 giga, 1 giga 5. Pourquoi? Parce qu'il y a des memory leaks très bien identifiés dans JavaScript. Non seulement ils sont bien identifiés, mais les développeurs GWT les connaissent. Les closures, je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, mais les closures en JavaScript, c'est un procédé qui permet d'abonner une sorte de fonction anonyme et de mettre en place de l'événementiel. Donc on abonne une fonction JavaScript, comme ça, et quand vous avez quelque chose à faire sur un élément div de votre arbre DOM, ça appelle cette fonction JavaScript. Il se trouve que cette fonction-là, elle pose un memory leak aujourd'hui. Si vous-même, manuellement, vous ne supprimez pas le listener en question, à chaque fois que vous avez une closure JavaScript, ça ajoute, ça ajoute, ça ajoute. GWT, ils se sont dit, on connaît le problème, tous les événements sur une page GWT vont appeler à une sorte de dispatcher, qui est une fonction JavaScript qui va orienter vers l'événement qui correspond au bon type. Mais on va gérer nous-mêmes toute la gestion événementielle de votre navigateur. Les memory leaks, vous n'en aurez pas, et on vous le garantit. Ce qu'on ne vous garantit pas, c'est si vous utilisez du JSNI, que les effets soient les mêmes. Et après ce que je vous ai dit, vous comprenez pourquoi JSNI, c'est bien, mais il faut quand même s'en méfier. Voilà pour la partie compilateur. Je vous ai passé en fait toutes les optimisations que vous pourrez retrouver dans le code source. N'hésitez pas à aller dans chaque classe. Intellectuellement, en fait, c'est intéressant. Alors, un AST, c'est un arbre pour faire ces optimisations-là. C'est juste des parcours d'arbres, donc avec le design pattern visiteur. On parcourt l'arbre et puis on optimise. C'est assez simple. Vous-même, vous pouvez écrire quelque chose qui peut optimiser. Et j'allais dire, ce qui est assez fabuleux dans GWT, c'est que c'est quand même un outil qui a été écrit à la base par des webistes, par des gars du web. Et se dire que des optimisations de ce type-là, faites par un gars qui est censé être un développeur JavaScript, c'est assez sympa. C'est de se dire que la compétence pour développer ça, c'est une compétence JavaScript, multinavigateur, Java, et en plus technique de compilation et d'optimisation. Donc, chapeau bas. D'accord? Si tout ça est possible, c'est effectivement grâce
au fait que tout est statique en GWT. Donc, tous ceux qui hurlent en disant « Ouais, GWT, c'est pas terrible, parce qu'en fait, une fois que j'ai passé ma phase de compilation, Nakashwalu », vous comprenez pourquoi on est obligé, en fait, de faire ce genre de choses. On est obligé parce qu'à un moment donné, si on se fixe pas des règles, on ne peut pas faire d'optimisation. Et la règle en GWT, c'est qu'il n'y a pas de chargement dynamique de quoi que ce soit. Donc, quand on parlait tout à l'heure de bundle dans OSGI ou autre, je crois que là, on reste en JavaScript et il n'y a pas de chargement dynamique. Tout est statique. C'est pour ça qu'on est capable d'enlever 90% du code source d'une classe, de n'utiliser qu'une méthode. Pourquoi? Parce que si on pouvait faire du dynamique, on pourrait charger du code JavaScript avec eval dynamiquement. Ce code pourrait utiliser d'autres méthodes de votre classe, mais le compilateur GWT, lui, ça, il ne le voit pas, puisque ça, c'est un fonctionnement dynamique que vous mettez en place. Le compilo GWT, vous passez un contrat avec lui, c'est celui-là. Si vous faites autre chose, il ne pourra pas optimiser. Donc, statique, statique, statique. Pas d'éval, pas de new instance, pas de réflexion, ce genre de choses. Voilà pour la partie compilateur. Alors, je vais finir très vite sur... il me reste un quart d'heure, c'est ça, je pense. Bon, dans le timing, tu vois, je t'avais dit que c'était pas si méchant que ça. Le modèle de communication. Alors, le modèle de communication en GWT, c'est aussi quelque chose qui est assez pointé du doigt. Souvent, on me dit, mais GWT, c'est quoi? C'est des web services? C'est du... le client, il communique comment avec le serveur? C'est vrai que ça, c'est une question qui taraude un peu tout le monde. Est-ce que c'est du RMI? Est-ce que c'est du... Voilà, il ne faut pas trop se poser de questions. GWT a mis en place quelque chose qui s'appelle RPC. Le client communique avec un serveur en RPC. Qu'est-ce que c'est ce protocole? C'est un protocole que Google nous a sorti de derrière les qui permet de sérialiser des objets et de les passer via un protocole complètement propriétaire. Ce protocole a été étudié pour être optimisé. Quand on voit le compilateur, je vous garantis que le sérialiseur GWT RPC optimise les choses, utilise gzip, le mode gzip, donc compresse les appels entre client et serveur. Bref, entre votre client et votre serveur, il y a un protocole RPC qui est mis en place. Pour coder ce genre de choses, vous avez un ensemble de classes à respecter, notamment ici MyServiceImpl, qui est en fait votre implémentation de service. Donc vous avez créé votre POJO, côté serveur, et vous allez hériter d'une servlette. Alors c'est vrai que ça fait hurler de se dire, j'ai ma classe, c'est une classe de service, voilà, je suis dans un monde un peu transactionnel, et puis on me demande d'aller hériter d'une servlette. On dit un servlette ou une servlette? J'ai jamais su. Une? Bon, bref. Une, bon. En fait, c'est normal que GWT vous demande ça, puisque le client communique via du HTTP en RPC. Donc il faut que de l'autre côté, il y ait une servlette qui puisse analyser la requête et ensuite la traiter. Et c'est là où c'est intéressant. Il y a deux façons de faire. Soit vous dites, je respecte la doc, je fais exactement comme c'est dit, et mes classes, en fait, vont tout hériter de servlette, machin, remote service, machin. Pas classe. C'est pas classe parce qu'à l'heure de Spring, des EJB3, de Google Quiz, tout ce genre de choses, c'est pas classe. Il vaut mieux quand même avoir ces POJO, d'ailleurs, qui existent peut-être. Vous avez peut-être un existant. Demain, vous allez vous dire, je veux du GWT, mais je veux m'interfacer avec mes POJO qui existent. Alors, il y a eu un travail de refactoring qui a été fait par le team GWT. C'était pointé du doigt, en fait. Il fallait systématiquement faire des wrappers. C'est pas sympa à faire. Hein. Quand vous avez remote service, vous héritez d'une servlette et que vous rappelez un autre composant, JB ou RMI ou Corba, c'est pas génial. Donc, en fait, ils ont optimisé certaines choses et maintenant, vous pouvez sans problème tirer parti de votre conteneur OJB3 si vous en avez, de vos composants RMI ou Corba si vous en avez, de vos POJO Spring, GUI, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vous qui écrivez plus ou moins le proxy, j'allais dire, qui va attaquer votre back-end. D'accord? Ce proxy-là, il n'a même pas besoin d'être généré avec un invoque dynamique en utilisant la réflexion. Vous pouvez appeler n'importe quelle méthode et tout ça est ensuite rewrappé dans le mécanisme RPC. Donc, cherchez pas à faire des web services sur le... J'ai souvent des gens qui me disent oui, mais Samy, moi, j'aimerais bien faire du web service entre mon code JavaScript et mon serveur. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que si vous faites des web services entre votre code JavaScript, c'est-à-dire que vous avez un sérialiseur SOAP côté client. Alors déjà, vous avez vu le coût de ce que je vous ai montré en termes de JavaScript. Si en plus, on s'amuse à mettre du code qui va alourdir le client, non, il vaut mieux rester framework GWT de base, sérialiseur RPC, appel RPC, et vous, derrière, vous avez un back-end EJB3, POJO Spring, ce que vous voulez. Vous avez vu que c'est important parce que ça tranche avec quand même pas mal de choses, pas mal d'acquis qui étaient que, ASP.NET, JSF, Struts, tous ces paradigmes-là
prennent vraiment une gifle avec GWT parce qu'il faut vraiment se reposer tout un tas de questions. Où est-ce que je gère la session? Didier vous a parlé de la session HTTP. Oui, mais là, si je suis côté client, plus de problème. En fait, la session, vous la gérez en JavaScript, côté client. D'accord? Mais il faut faire attention à certaines choses. Si vous la gérez côté client, vous ouvrez deux navigateurs ou un nouvel onglet, c'est un autre code JavaScript, je ne partagerai pas forcément les mêmes données. Donc il y a tout ça, toutes ces questions-là qu'il faut se poser. D'accord? Autre chose, vous avez un ordre qui s'appelle GWT create en GWT qui vous permet, ici on le voit, à partir, je crois que Didier en avait parlé, à partir d'une classe, d'inférer son type, de renvoyer ça, alors typiquement ici dans un proxy, mais le code de ce proxy-là, vous ne le voyez jamais. Pourquoi vous ne le voyez jamais? Parce qu'en fait, il est généré par la phase de compilation. Ça fait partie du deferred binding qui consiste à prendre tous les GWT create, à voir le code associé, donc il y a du code dans Google, qui est le proxy RPC, et lui, dynamiquement, statiquement, il copie les deux, et le code généré à la fin contient le bon sérialiseur qui va bien. Donc ça veut dire demain, si vous voulez faire des appels web service, ce que vous voulez, il suffit juste de développer un générateur qui sera utilisé lors de la phase de compilation. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on développe des générateurs, je crois que c'est couvert dans le dernier bouquin, GWT en action. Voilà, donc architecture revue, possibilité d'utiliser tout type de moteur d'injection Pojo. Donc je vais vous faire juste une démo qui va prendre 30 secondes et qui montre un appel à un container EJB3. Attention à la sérialisation des types. Qui dit EJB3, dit JPA, dit Hibernate, dit mapping objet relationnel. Comment est-ce que je prends mes types qui sont côté serveur et je les mets sur la couche cliente? Je partage l'avis de Didier là-dessus. Vous êtes en JavaScript. Réfléchissez bien à ça. Le lazy loading, les dynamiques proxy, tous ces aspects-là, on va les laisser côté serveur quand même. On espère que plus tard, il y aura, parce que techniquement, c'est ultra simple, un sérialiseur adapté à Hibernate qui va automatiquement vérifier si vous avez un type lazy ou pas, qui va simplement vous générer une fonction JavaScript qui lèvera la même exception que l'exception Java, a priori, et qui pourra faire le retour inverse. C'est-à-dire dire à Hibernate, attention, c'est une variable qui n'a pas été chargée, voilà, bref. Pour l'instant, on n'est pas là. RPC, la solution, et 10 raisons d'investir dans GWT, vous les avez là. Une communauté fantastique, marge de progression énorme. Pourquoi je parle de marge de progression? Parce que ce qui est intéressant dans le compilateur et dans les optimes, c'est que ça, c'est les premières optimisations. Vous lancez des travaux de recherche avec des organismes compétents en théorie de compilation, je suis sûr qu'on peut encore plus optimiser ce genre de choses. Donc on est peut-être au tout début de la courbe. Ces optimisations, elles ont été faites par Bruce Johnson, qui est un développeur JavaScript, rappelez-vous. Donc on peut gagner peut-être encore en taille de code JavaScript généré. Richesse fonctionnelle, voilà, vous l'avez vu. Pérennisation des compétences, vos développeurs Java, Didier l'a dit là encore, on les réutilise. Extensibilité, on s'interface avec l'existant. Vous avez des conteneurs OJB, on les utilise. Vous avez un site qui existe, vous prenez une portlet ou un petit, ce qu'on appelle des slots dans le jargon GWT, et vous collez une application GWT à l'intérieur de ce slot. C'est un tag div en fait. Un tag div tout simplement. Vous mettez un ID égale Toto, et vous prenez votre appli GWT, vous la collez dans ce tag div. Donc réutilisation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de phénomène de template en GWT et toutes ces choses-là. Standard ouvert, XML, JSON, J2E, open source, simplicité, mais alors j'insiste là-dessus. GWT, c'est comme le mapping objet relationnel. La première fois, ça paraît simple. Après, dès qu'on veut faire des composants personnalisés, custom, taper dans le DOM, faire du deferred binding, je pense qu'il y a un minimum quand même de compétences à avoir. Donc simple, mais pas simpliste. Voilà, avant la démo, je finis sur ces liens, les sites, on les a montrés, les livres, une formation 3 jours sur GWT où je parle vraiment plus en détail de ces aspects-là. N'hésitez pas à me contacter pour ces 3 jours. Et on va finir sur cette démo, ici. L'heure me dit que j'ai encore 5 minutes. Il y a des questions, oui, et je pense que je vais en avoir quelques-unes. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est rapide. Ici, j'ai la même page avec Firebug, celle qui a servi à développer ma petite application. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, on est sur la phase obfusquée, ici. Donc, optimiser. Firebug va vous donner les performances un petit peu. Et là, grosso modo, sur des petites pages, je suis à 300 millisecondes. Mais je passe par un proxy qui est Fiddler ici, et qui permet, donc chose très importante là aussi, constamment, il va falloir mettre en place des bonnes pratiques si vous faites du GWT, tracer ce que votre client reçoit effectivement. Et c'est tout le temps les mêmes. Donc là,
j'ai plusieurs sites qui ont été développés avec GWT. Enfin, c'est le même, mais obfusqué, non obfusqué, performant, pas performant. Et on voit un petit peu ce qui transite. Et surtout, on voit la taille. Voilà, la taille, vous l'avez là. 42 ici. D'accord. Donc, plutôt que plus de 100. D'accord. Donc, assez intéressant. Vous pouvez aller dans les trams, faire pas mal de choses. Et pour la démo, alors là, c'est pas très compliqué. De mémoire, si je tape EJB 3, on va cacher Firebug, ça peut aider. Voilà, c'est tout. Ils sont déçus. Non, en fait, dans cette démonstration, qu'est-ce que je fais? J'appelle un conteneur. Donc l'appel EJB3 ici a bien réussi. Ça veut dire qu'en fait, côté GWT, j'ai bien appelé un service RPC qui m'a fait un appel à, désolé pour Alexis de Sun qui est dans la salle, à JBoss Beta 2 5.0.0.0, donc Eclipse Europa. Donc là, l'appel a été fait sur un EJB3 session qui est ici. Je peux vous montrer. Donc, vous avez vu, je suis sous Eclipse, mes EJB, voilà. Qu'on ne m'oblige pas à mettre du Spring à tout prix ou du GUI si j'ai un conteneur EJB3. Voilà, bref, voilà. Bonjour, ça marche, l'appel a été fait avec le fichier de properties qui va bien. Donc, toute la chaîne jusqu'à un appel de conteneur EJB3 sans DI, sans injection de dépendance, ça fonctionne. Merci.